Or, un petit nombre de savants, tout le monde tient comme une chose indubitable que c'est le soleil qui se met autour de la Terre, quoique ce qui paraît dans la révolution des jours et des années porte également ceux qui font attention à penser que c'est la Terre qui se meut autour du soleil. Chacun estime que son pays est le meilleur parce qu'il y est plus accoutumé, et que la religion dans laquelle il a été nourri est la véritable qu'il faut suivre, quoiqu'il n'ait peut-être jamais songé à l'examiner ni à la comparer avec les autres. On se sent toujours plus porté pour ses compatriotes que pour les étrangers. Nous nous plaisons davantage avec ceux de notre profession, encore qu'ils aient moins d'esprit et de vertu. Et l'inégalité des biens et des conditions fait juger à beaucoup de gens que les hommes ne sont point égaux entre eux. Si on cherche sur quoi sont fondées toutes ces opinions diverses, on trouvera qu'elles ne le sont que sur l'intérêt ou sur la coutume, et qu'il est incomparablement plus difficile de tirer les hommes des sentiments où ils ne sont que par préjugés, que de ceux qu'ils ont embrassés par le motif des raisons qui leur ont paru les plus convaincantes et les plus fortes. L'on peut mettre au nombre de ces jugements celui qu'on porte vulgairement sur la différence des deux sexes, et sur tout ce qui en dépend. Parce que l'opinion de ceux qui n'ont point d'études est la plus générale, c'est par elle qu'il faut commencer notre examen. Si l'on demande à chaque homme en particulier ce qu'il pense des femmes en général, et qu'il le veuille avouer sincèrement, il dira sans doute qu'elles ne sont faites que pour nous, et qu'elles ne sont guère propres qu'à élever les enfants dans leur bas âge, et à prendre le soin du ménage. Et peut-être que les plus spirituels ajouteraient qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'esprit et de la conduite, mais que si l'on examine de près celles qui en ont le plus, on y trouvera toujours quelque chose qui sent leur sexe, qu'elles n'ont ni fermeté ni arrêt, ni le fond d'esprit qu'ils croient reconnaître dans le leur, et que c'est un effet de la providence divine et de la sagesse des hommes de leur avoir fermé l'entrée des sciences, du gouvernement et des emplois. Si en formant les États et en établissant les différents emplois qui les composent, on y avait aussi appelé les femmes, nous serions accoutumés à les y voir, comme elles le sont à notre égard. C'est l'ordinaire des vainqueurs de mépriser ceux d'entre les vaincus qu'ils estiment les plus faibles. Et les femmes, le paraissant, à cause de leurs fonctions qui demandaient moins de force, furent regardées comme étant inférieures aux hommes. Lorsqu'un seigneur se vit maître d'un peuple et d'un pays considérable, il en forma un royaume. Il fit des lois pour les gouverner, prit des officiers entre les hommes et éleva aux charges ceux qui l'avaient mieux servi dans ses entreprises. Une préférence si notable d'un sexe à l'autre fit que les femmes furent encore moins considérées, et leur humeur et leurs fonctions les éloignant du carnage et de la guerre, on crut qu'elles n'étaient capables de contribuer à la conservation des royaumes qu'en aidant à les peupler. Comme l'on était accoutumé à révérer les puissances par des marques de respect, on crut qu'il fallait aussi honorer Dieu par quelques cérémonies, qui servissent à témoigner les sentiments qu'on avait de sa grandeur. On bâtit des temples, on institua des sacrifices, et les hommes qui étaient déjà les maîtres du gouvernement ne manquèrent pas de s'emparer encore du soin de ce qui concernait la religion. Et la coutume ayant déjà prévenu les femmes que tout appartenait aux hommes, elles ne demandèrent point d'avoir part au ministère. S'apercevant que les ornements étrangers les faisaient regarder des hommes avec plus de douceur, et qu'ainsi leurs conditions n'étaient plus supportables, elles ne négligèrent rien de ce qu'elles crurent pouvoir servir à se rendre plus aimables. Elles y employèrent l'or, l'argent et les pierreries aussitôt qu'elles furent en vogue. Et voyant que les hommes leur avaient ôté le moyen de se signaler par l'esprit, elles s'appliquèrent uniquement à ce qui pouvait les faire paraître plus agréables. Combien y a-t-il de gens dans la poussière qui se fussent signalés si on les avait un peu poussés, et des paysans qui seraient de grands docteurs si on les avait mis à l'étude? On serait assez mal fondé de prétendre que les plus habiles gens d'aujourd'hui soient ceux de leur temps qui ont eu plus de disposition pour les choses en quoi ils éclatent, et que dans un si grand nombre de personnes ensevelies dans l'ignorance, il n'y en a point qui, avec les mêmes moyens qu'ils ont eus, se fussent rendus plus capables. Je ne soutiens pas qu'elles soient toutes capables des sciences et des emplois, ni que chacune le soit de tous. Personne ne le prétend non plus des hommes, mais je demande seulement qu'à prendre les deux sexes en général, on reconnaisse dans l'un autant de dispositions que dans l'autre. À quoi sert ordinairement aux hommes l'éducation qu'on leur donne? Elle est inutile à la plupart pour la fin qu'on s'y propose, et elle n'empêche pas que beaucoup ne tombent dans le dérèglement et dans le vice, et que d'autres ne demeurent toujours ignorants, et même ne deviennent encore plus sots qu'ils n'étaient. S'ils avaient quelque chose d'honnête, d'enjoué et de civil, ils le perdent par l'étude. Tout les choque, et ils choquent tout. On dirait qu'ils ne se seraient occupés durant leur jeunesse qu'à voyager dans un pays où ils n'auraient fréquenté que des sauvages,
tant ils rapportent chez eux de rudesse et de grossièreté dans leurs manières. Et s'ils veulent rentrer dans le monde et y bien jouer leur personnage, ils sont obligés d'aller à l'école des dames pour y apprendre la politesse, la complaisance et tout le dehors qui fait aujourd'hui l'essentiel des honnêtes gens. Si l'on considérait cela de près, au lieu de mépriser les femmes parce qu'elles n'ont pas de part aux sciences, on les estimerait heureuses, puisque si d'un côté elles sont privées par là des moyens de faire valoir les talents et les avantages qui leur sont propres, de l'autre côté, elles n'ont pas l'occasion de les gâter ou de les perdre. Et nonobstant cette privation, elles croissent en vertu, en esprit et en bonne grâce à mesure qu'elles croissent en âge. L'extérieur seul, l'air du visage, les regards, le marché, la contenance, les gestes, ont dans les femmes quelque chose de posé, de sage et d'honnête qui les distingue assez des hommes. Elles observent en tout exactement la bienséance. On ne peut être plus retenu qu'elles le font. Le commun des hommes a une conduite tout opposée. Leur marché est souvent précipité, leurs gestes bizarres, leurs yeux mal réglés, et ils ne se divertissent jamais davantage que lorsqu'ils s'entretiennent et se repaissent des choses qu'il faudrait taire ou cacher. On dirait que ce que les hommes se mettent dans la tête en étudiant ne sert qu'à boucher leur esprit et à y porter la confusion. Peu s'énoncent avec netteté, et la peine qu'ils ont à arracher leurs paroles fait perdre le goût à ce qu'ils peuvent dire de bon, et à moins qu'ils ne soient fort spirituels, et avec des gens de leur sorte, ils ne peuvent soutenir une heure de conversation. Les femmes, au contraire, disent nettement et avec ordre ce qu'elles savent. Les paroles ne leur coûtent rien. Elles commencent et continuent comme il leur plaît, et leur imagination fournit toujours d'une manière inépuisable lorsqu'elles sont en liberté. Elles ont le don de proposer leurs sentiments avec une douceur et une complaisance qui servent autant que la raison à les insinuer, au lieu que les hommes les proposent ordinairement d'une manière sèche et dure. Ce que l'on dit de vrai trouve plus de prise dans leur esprit, et quand on s'y connaît un peu, et qu'on ne leur est point suspect, on remarque que les préjugés qu'elles ont ne sont pas si forts que ceux des hommes, et les mettent moins en garde contre la vérité qu'on avance. Elles ne pointillent point vainement sur les mots, et ne se servent point de ces termes scientifiques et mystérieux si propres à couvrir l'ignorance, et tout ce qu'elles disent est intelligible et sensible. J'ai pris plaisir à m'entretenir avec des femmes de toutes les conditions différentes que j'ai pu rencontrer à la ville et aux champs, pour en découvrir le fort et le faible. Et j'ai trouvé dans celles que la nécessité ou le travail n'avaient point rendu stupides, plus de bon sens que dans la plupart des ouvrages qui sont beaucoup estimés parmi les savants vulgaires. En parlant de Dieu, pas une ne s'est avisée de me dire qu'elle se l'imaginait sous la forme d'un vénérable vieillard. Elle disait au contraire qu'elle ne pouvait se l'imaginer, c'est-à-dire se le représenter sous quelque idée semblable aux hommes. Quand je leur ai demandé ce qu'elles pensaient de leur âme, elles ne m'ont pas répondu que c'est une flamme fort subtile ou la disposition des organes de leur corps, ni qu'elles soient capables de s'étendre ou de se resserrer. Elles répondaient au contraire qu'elles sentaient bien qu'elle les distinguait de leur corps, et que tout ce qu'elles en pouvaient dire de plus certain, c'est qu'elles ne croyaient pas qu'elle fût rien de semblable à aucune des choses qu'elles apercevaient par les sens. Lorsque j'ai voulu savoir pourquoi elles croyaient que les pierres exposées au soleil et aux pluies du midi s'usent plus tôt que celles qui sont au septentrion, nul n'a été assez simple pour me répondre que cela vient de ce que la lune les mord à belles dents, comme se l'imaginent assez plaisamment quelques philosophes, mais que c'est le labeur du soleil qui les dessèche et que les pluies survenant les détrempent plus facilement. J'ai demandé tout exprès à plus de 20 si elles ne croyaient pas que Dieu puisse faire par une puissance obédentielle ou extraordinaire qu'une pierre soit élevée à la vision béatifique. Mais je n'en ai pu tirer autre chose, sinon qu'elles croyaient que je me voulais moquer d'elles par cette demande. Le plus grand fruit que l'on puisse espérer des sciences, c'est le discernement et la justesse pour distinguer ce qui est vrai et évident d'avec ce qui est faux et obscur, et pour éviter ainsi de tomber dans l'erreur et la méprise. On est assez porté à croire que les hommes, au moins ceux qui passent pour savants, ont cet avantage par-dessus les femmes. Néanmoins, si l'on a un peu de justesse dont je parle, on trouvera que c'est une des qualités qui leur manque le plus. Car non seulement ils sont obscurs et confus dans les discours, et ce n'est souvent que par cette qualité qu'ils dominent et qu'ils s'attirent la créance des personnages simples et crédules, mais même ils rejettent ce qui est clair et évident, et se rallient de ceux qui parlent d'une manière claire et intelligible comme étant trop facile et trop commune, et sont les premiers à donner dans ce qu'on leur propose d'obscur comme étant plus mystérieux.
On jugera que les uns sont comme ces ouvriers qui travaillent aux carrières et qui en tirent avec peine les pierres toutes brutes et toutes informes, et que les femmes sont comme des architectes ou des lapidaires habiles, qui savent polir et mettre aisément en œuvre et dans leur jour ce qu'elles ont entre les mains. L'éloquence est un talent qui leur est si naturel et si particulier qu'on ne peut le leur disputer. Elles persuadent tout ce qu'elles veulent. Elles savent accuser et défendre sans avoir étudié les lois. La beauté et la bonne grâce qui accompagnent leurs discours lorsqu'ils entrent dans l'esprit leur ouvrent la porte du cœur. Et lorsque c'est pour la vertu qu'elles veulent donner de l'amour, leur cœur paraît sur leurs lèvres, et l'idée qu'elles en expriment, revêtue des ornements du discours et des grâces qui leur sont si particulières, en paraît 100 fois plus belle. On voit qu'elles aiment plus la paix et la justice. Elles souffrent avec peine les différends et s'entremettent avec joie pour terminer à l'amiable. Leurs soins leur font trouver des biais et des expédients singuliers pour réconcilier les esprits, et elles sont naturellement dans la conduite de leur maison, ou sur celle des autres, les principales réflexions d'équité. Il semble que les femmes soient nées pour exercer la médecine et pour rendre la santé aux malades. Leur propreté et leur complaisance soulagent le mal de la moitié, et non seulement elles sont propres à appliquer les remèdes, mais même à les trouver. Elles en inventent une infinité qu'on appelle petit. Il semble que leur génie soit proportionné naturellement à leur état. Avec la justesse, le discernement et la politesse, elles ont un tour d'esprit fin, délicat, aisé, et je ne sais quoi de grand et de noble qui leur est particulier. Et puisque l'on est assez injuste pour croire que toutes les femmes sont indiscrètes lorsqu'on en connaît 5 ou 6 qui le sont, on devrait aussi être assez équitable pour juger que leur sexe est capable des sciences, puisque l'on en voit quantité qui ont pu s'y élever. Le mal du prochain ne leur a pas plutôt frappé l'esprit qu'il touche leur cœur et leur fait venir les larmes aux yeux. N'est-ce pas par leurs mains que se sont toujours faites les plus grandes distributions dans les calamités publiques? Ne sont-ce pas encore aujourd'hui les dames qui ont particulièrement soin des pauvres et des malades dans les paroisses, qui les vont visiter dans les prisons et servir dans les hôpitaux? Les filles sont capables de conduire une maison à l'âge où les hommes ont encore besoin de maîtres, et l'expédient le plus commun pour remettre un jeune dans le bon chemin, c'est de lui donner une femme qui le retient par son exemple, qui modère ses emportements et le retire de la débauche. L'on sait lequel des deux sexes est le plus fidèle à l'autre et supporte plus patiemment les malheurs qui surviennent dans le mariage, et y fait paraître plus de sagesse. Presque toutes les maisons ne sont réglées que par les femmes, à qui leur mari en abandonne le gouvernement. On pourrait représenter jusqu'où va leur sobriété dans le boire et dans le manger, la patience dans les incommodités, la force et le courage à supporter les maux, les fatigues, les veilles et les jeûnes, la modération dans les plaisirs et dans les passions, l'inclination à faire le bien, la prudence dans les affaires, l'honnêteté en toutes les actions. En un mot, on pourrait faire voir qu'il n'y a point de vertu qui ne leur soit commune avec nous, qu'il y a au contraire quantité de défauts considérables qui sont particuliers aux hommes. L'idée de la vérité étant attachée naturellement à celle de la science, l'on ne manque pas de prendre pour vrai ce que proposent ceux qui ont la réputation d'être savants. Et comme le nombre de ceux qui ne le sont que de nom est beaucoup plus grand que de ceux qui le sont en effet, le commun des hommes qui comptent seulement les voix se range du côté des premiers et embrasse d'autant plus volontiers leurs opinions qu'elles se trouvent plus conformes à celles dont il est déjà imbu. Il est vrai qu'elles n'ont ici que les emplois qu'on regarde comme les plus bas. Et il est vrai aussi qu'elles n'en sont pas moins à estimer selon la religion et la raison. Il n'y a rien de bas que le vice ni de grand que la vertu. Et les femmes faisant paraître plus de vertu que les hommes dans leurs petites occupations méritent plus d'être estimées. Le cerveau de celles-ci est entièrement semblable au nôtre. Les impressions des sens s'y reçoivent et s'y rassemblent de même façon et ne s'y conservent point autrement pour l'imagination et pour la mémoire. Les femmes entendent comme nous, par les oreilles, elles voient par les yeux et elles goûtent avec la langue. Et il n'y a rien de particulier dans la disposition de ces organes, sinon que d'ordinaire elles les ont plus délicats, ce qui est un avantage. Nous avons déjà trouvé dans les femmes toutes les dispositions qui rendent les hommes propres aux sciences, qui le regardent en eux-mêmes. Car soit que l'on considère les sciences en elles-mêmes, soit qu'on regarde l'organe qui sert à les acquérir, on trouvera que les deux sexes y sont également disposés. Pour ce qui est des différentes dispositions de cet organe, qui rendent plus ou moins propre aux sciences, si l'on veut reconnaître de bonne foi ce qui en est, on avouera que le plus est pour les femmes.
L'on ne peut disconvenir que ceux d'entre les hommes qui sont si grossiers et si matériels ne soient ordinairement stupides, et qu'au contraire, les plus délicats sont toujours les plus spirituels. Aussi, le beau sexe étant d'un tempérament plus délicat que le nôtre, ne manquerait pas de l'égaler au moins s'il s'appliquait à l'étude. En effet, nous avons tous, hommes et femmes, le même droit sur la vérité, puisque l'esprit étant tous également capables de la connaître, et que nous sommes tous frappés de la même façon par les objets qui font impression sur le corps. Puisque donc que les deux sexes sont capables de la même félicité, ils ont le même droit sur tout ce qui sert à l'acquérir. C'est donc une erreur populaire que de s'imaginer que l'étude est inutile aux femmes parce que, dit-on, elles n'ont point de part aux emplois pour lesquels on s'y applique. Elle leur est aussi nécessaire que le bonheur et la vertu, puisque sans cela, on ne peut posséder parfaitement ni l'un ni l'autre. Elle l'est pour acquérir la justesse dans les pensées et la justice dans les actions. Elle l'est pour nous bien connaître nous-mêmes et les choses qui nous environnent, pour en faire un usage légitime et pour régler nos passions en modérant nos désirs. Chacun a droit sur tout ce qui est du bon sens. Le ressort de la raison n'a point de borne, elle a dans tous les hommes une égale juridiction. Nous naissons tous juges des choses qui nous touchent, et si nous ne pouvons pas tous en disposer avec un pouvoir égal, nous pouvons au moins les connaître tous également. De sorte que la vérité et la science sont des biens imprescriptibles, et ceux qui en ont été privés y peuvent rentrer sans faire tort à ceux qui en sont déjà les maîtres. Il ne peut donc y avoir que ceux qui veulent dominer sur les esprits par la créance qui est sujet d'appréhender ce retour, dans la crainte que si les sciences devenaient si communes, la gloire ne le devint aussi, et que celle où ils aspirent ne se diminuât par le partage. Elles ont un esprit comme le nôtre, capable de connaître et d'aimer Dieu, et ainsi de porter les autres à le connaître et à l'aimer. La foi leur est commune avec nous, l'évangile et les promesses ne s'adressent pas moins à elles. La charité les comprend aussi dans ses devoirs, et si elles savent en pratiquer les actions, ne pourraient-elles pas aussi en enseigner publiquement les maximes? Elles doivent se mettre en état d'éviter le reproche d'avoir enfermé un talent qu'elles pouvaient faire valoir, et d'avoir retenu la vérité dans l'oisiveté et dans la mollesse. Ce qui est cause qu'on croit qu'il faut tant de peine pour acquérir quelque connaissance, c'est que l'on fait pour cela apprendre quantité de choses qui sont très inutiles à la plupart de ceux qui y aspirent, toute la science n'ayant jusqu'à présent presque consisté qu'à posséder l'histoire des sentiments de ceux qui nous ont précédés, et les hommes s'en étant trop rapportés à la coutume et à la bonne foi de leur maître, très peu ont eu le bonheur de trouver la méthode naturelle. Et ainsi, les femmes qui ont naturellement l'esprit beau parce qu'elles ont de l'imagination, de la mémoire et du brillant, peuvent avec un peu d'application acquérir les qualités du bon esprit. En voilà suffisamment pour montrer qu'à l'égard de la tête seule, les deux sexes sont égaux. L'esprit n'est pas moins capable dans les femmes que dans les hommes de cette ferme résolution qui fait la vertu, ni de connaître les rencontres où il la faut exercer. Elles peuvent régler leurs passions aussi bien que nous, et elles ne sont pas plus portées au vice qu'au bien. On pourrait même faire pencher la balance en leur faveur de ce côté-ci, puisque l'affection pour les enfants, sans comparaison plus forte dans les femmes que dans les hommes, est naturellement attachée à la compassion, qu'on peut appeler la vertu et le lien de la société civile, n'étant pas possible de concevoir que la société soit raisonnablement établie pour autre chose que pour subvenir aux besoins et aux nécessités communes les uns des autres. Ce n'est pas qu'on prétende que tous les hommes apportent au monde la même constitution corporelle. Ce serait une prétention mal fondée. Il y en a de vifs et de lents, mais il ne paraît pas que cette diversité empêche aucunement les esprits de recevoir la même instruction. Tout ce qu'elle fait, c'est que les uns la reçoivent plus vite et plus heureusement que les autres. Ainsi, quelque tempérament qu'aient les femmes, elles ne sont pas moins capables que nous de la vérité et de l'étude. Et si l'on trouve présent en quelques-unes quelques défauts, ou quelque obstacle, ou même que toutes n'envisagent pas les choses solides comme les hommes, à quoi pourtant l'expérience est contraire, cela doit être uniquement rejeté sur l'état extérieur de leur sexe et sur l'éducation qu'on leur donne qui comprend l'ignorance où on les laisse, les préjugés ou les erreurs qu'on leur inspire, l'exemple qu'elles ont de leurs semblables et toutes les manières à quoi la bienséance, la contrainte, la retenue, la suggestion et la timidité les réduisent. En tout ce qu'on fait connaître aux femmes, voit-on rien qui aille à les instruire solidement ? Il semble au contraire qu'on soit convenu de cette sorte d'éducation pour leur abaisser le courage, pour obscurcir leur esprit et ne le remplir que de vanité et de sottise, pour étouffer toutes les semences de vertu et de vérité, pour rendre inutiles toutes les dispositions qu'elles pourraient avoir aux grandes choses, et pour leur ôter le désir de se rendre parfaites, comme nous, en leur en ôtant les moyens.
S'il y a également à redire dans les deux sexes, celui qui accuse l'autre pêche contre l'équité naturelle. S'il y a plus de mal dans le nôtre, et que nous ne le voyons pas, nous sommes des téméraires de parler de ceux d'autrui. Si nous le voyons, et que nous n'en disions rien, nous sommes injustes de blâmer l'autre qui en a moins. S'il y a plus de bien dans les femmes que dans les hommes, ceux-ci doivent être accusés d'ignorance ou d'envie de ne le pas reconnaître. L'on élève les femmes d'une manière qu'elles sont sujettes de tout appréhender. Elles n'ont point de lumière pour éviter les surprises dans les choses de l'esprit. Elles n'ont point de part aux exercices qui donnent l'adresse et la force pour l'attaque et pour la défense. Elles se voient exposées à souffrir impunément les outrages d'un sexe si sujet aux emportements, qu'ils regardent avec mépris, et qui traitent souvent ses semblables avec plus de cruauté et de rage que ne font les loups à l'égard les uns des autres. C'est pourquoi la timidité ne doit point passer dans les femmes pour un défaut, mais pour une passion raisonnable à laquelle elles doivent la pudeur, qui leur est si particulière, et les deux plus grands avantages de la vie, qui sont l'inclination à la vertu et l'éloignement du vice, ce que la plupart des hommes ne peuvent acquérir avec toute l'éducation et toutes les lumières qu'on leur donne. Cette quantité de mots entassés les uns sur les autres et qui ne signifient rien dans la plupart des ouvrages sont un caquet bien plus sot que celui des plus petites femmes. Au moins peut-on dire que les discours de celles-ci sont réels et intelligibles, et qu'elles ne sont pas assez vaines pour s'imaginer, comme la plupart des savants, être plus habiles que leurs voisines parce qu'elles disent plus de paroles qui n'ont point de sens. Si les hommes avaient la langue aussi libre, il serait impossible de les faire taire. Chacun s'entretient de ce qu'il sait, les marchands de leurs négoces, les philosophes de leurs études et les femmes de ce qu'elles ont pu apprendre. Et elles peuvent dire qu'elles s'entretiendraient encore mieux et plus solidement que nous si on avait pris autant de peine à les instruire. Je les estime d'être curieuses et je les plains de n'avoir pas les moyens de se satisfaire en cela. Il me paraît que la curiosité est une marque des plus certaines d'un bon esprit et plus capable de discipline. C'est une connaissance commencée qui nous fait aller plus vite et plus loin dans le chemin de la vérité. L'esprit est dans les deux sexes également propre aux sciences, et le désir qu'il en peut avoir n'est pas plus blâmable en l'un qu'en l'autre. Bien loin de faire tort aux femmes en les accusant d'être plus artificieuses que les hommes, on parle pour elles, si on sait ce que l'on dit, puisqu'on reconnaît par là qu'elles sont aussi spirituelles et plus prudentes. L'artifice est une voie secrète pour arriver à son but sans être détourné. Il faut de l'esprit pour découvrir cette voie et de l'adresse pour s'y conduire. Et l'on ne peut trouver à redire qu'une personne mette en usage l'artifice pour éviter d'être trompée. Lors donc que l'on dit des femmes qu'elles ont plus de malice, cela ne peut signifier autre chose, sinon que quand elles se portent au mal, elles le font plus adroitement et le poussent plus loin que les hommes. On ne peut être capable de beaucoup de mal sans avoir beaucoup d'esprit et sans être aussi par conséquence capable de beaucoup de bien. Si l'ignorance où on les laisse est cause qu'elles sont plus méchantes que nous, la science au contraire les rendrait beaucoup meilleures. Platon, le père de la philosophie ancienne, remerciait les dieux de 3 grâces qu'ils lui avaient faites, mais particulièrement de ce qu'il était né homme et non pas femme. Mais ce qui fait juger qu'il avait autre chose dans l'esprit, c'est le doute qu'on dit qu'il témoignait souvent s'il fallait mettre les femmes de la catégorie des bêtes. Cela suffirait à des gens raisonnables pour le condamner lui-même d'ignorance ou de bêtise, et pour achever de le dégrader du titre de divin qu'il n'a plus que parmi les pédants. Son disciple Aristote, à qui l'on conserve encore dans les écoles le nom glorieux de génie de la nature, prétend que les femmes ne sont que des monstres. Qui ne le croirait, sur l'autorité d'un personnage si célèbre? Si une femme, quelque savante qu'elle fût, en avait écrit autant des hommes, elle perdrait tout son crédit, et l'on s'imaginerait avoir assez fait pour réfuter une telle sottise que de répondre que ce serait une femme ou une folle qui l'aurait dit. Les deux sexes, pour être parfaits, doivent être comme nous les voyons. Si l'un était semblable à l'autre, ce ne serait aucun des deux. Si les hommes sont les pères des femmes, les femmes sont mères des hommes, ce qui les rend au moins égaux. Et on aurait autant de raisons que ces philosophes de dire que les hommes sont des femmes imparfaites. Voilà quelques-unes des grandes et sublimes pensées que ceux que les savants étudient comme des oracles ont eues sur le sujet du beau sexe. Et ce qu'il y a de plaisant et de bizarre tout ensemble, c'est que des gens graves se servent sérieusement de ce que ces fameux anciens n'ont dit souvent que par raillerie, tant qu'il est vrai que les préjugés et la préoccupation font faire de bévues à ceux-mêmes qui passent pour les plus raisonnables, les plus judicieux et les plus sages.